La route de Rivière-Sens, entièrement saccagée par la puissante houle de Maria, a été rendue aux automobilistes du sud Basse-Terre. C'est un nouvel effort du conseil départemental pour remettre l'archipel sur les rails. Le reportage d'Yvan Lemar est à la une ce soir. Partir dans la dignité avec douceur, tel est le sens même du concept de soins palliatifs. Encore peu connu, celui-ci a été présenté lors d'une journée au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme. Karen Diamène nous dira ce qu'il faut retenir de cette journée particulière. Engager plusieurs milliards pour la reconstruction des îles du Nord, naviguer entre les ministères pour débloquer les dossiers et fluidifier les décisions. Tel est le rôle qui revient au délégué interministériel. Présentation de l'homme clé de la reconstruction par ATV Paris. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, le capitaine Thomas Sankara était assassiné au Burkina. L'œuvre cinématographique qui lui est consacrée est au cœur du festival. Ce film sur les droits de l'homme, le réalisateur Kiswan Sida Parfait Kaboré est notre invité ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce lundi 16 octobre 2017. La route de Rivière-Sens est ouverte. Cette liaison qui borde le littoral du sud de Basse-Terre avait été entièrement ravagée par la puissante houle de l'ouragan Maria. Aujourd'hui, c'est chose faite. La route a été réparée par les ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied pour la rendre à la circulation. Et c'était en présence de Josette Borel-Incertain, Yvan Lemar pour ATV Guadeloupe et une autre invitée, la pluie. Après 3 semaines, les travaux de la route départementale 6, appelée la route du littoral de Rivière-Sens, sont terminés. L'essentiel des difficultés a consisté à faire un constat précis donc de l'état de la route et également des talus qui bordent cette route. Donc nous avons également fait une expertise de ces talus de manière à nous assurer qu'il n'y avait pas de danger à réouvrir l'axe. Premièrement, et deuxièmement, il a fallu également s'assurer de la bonne tenue des enrochements. Donc la route départementale 6, elle est bordée par une série d'enrochements qui la protègent de la houle, et ces enrochements ont plutôt bien tenu, ce qui a été un gage de sécurité pour nous pour permettre la réouverture de cette route. Réalisé par les équipes du département, Route de Guadeloupe et des entreprises privées, le coût total des travaux s'élève à 1,5 million d'euros. Et c'est vrai que Maria est arrivée, nous n'avions pas prévu. Vous savez que c'est toujours très, très délicat et très difficile pour un gestionnaire de trouver 1,5 million, mais il fallait le trouver. Il fallait obligatoirement être, je dirais, assez engagé auprès de la population pour pouvoir réaliser cet investissement. La réouverture de cet axe qui permet de relier Vieux-Fort à Gourbert est un vrai soulagement pour les habitants de ces communes. C'était un grand soulagement pour tous les Vieux-Fortins, la réouverture de cette route, parce qu'on comprenait que avoir 1 heure de trajet entre Vieux-Fort et Basse-Terre en passant par Gourbert, c'était pas facile. Pas facile pour les écoliers, pas facile pour les restaurateurs, pas facile pour les marins pêcheurs, pas facile pour les artisans vieux-fortins qui avaient une perte d'activité de fait de la fermeture de cette route. Je suis absolument très content pour les vieux-fortins que les travaux ont pu durer un peu plus que ce qui était prévu. 3 semaines après, les vieux-fortins pourront passer et évacuer à leurs occupations sur Basse-Terre. Durant ces travaux, le front de forme de la chaussée et une couche de roulement ont été refaits sur 3 km. La médecine n'a pas toujours fait grand cas de la souffrance des malades. Il a fallu attendre la loi de 2002 de Bernard Kouchner pour qu'on s'approche quelque peu d'un statut des patients. Aujourd'hui, le concept a fait quelques progrès et le CHU donnait une conférence autour des soins palliatifs. Comment partir dans la dignité, sans souffrance? Voici le reportage de Karen Diamène. En Guadeloupe, seul le centre médico-social a la capacité d'accueillir un espace dédié aux soins palliatifs. Le CHU et le CHBT disposent à leur tour d'équipes mobiles de soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, qu'on va prodiguer par une équipe interdisciplinaire à des malades qui ont une maladie grave évolutive ou dont le pronostic vital est engagé ou en phase terminale. On peut se retrouver en soins palliatifs, par exemple, après un accident. Tout allait bien jusque-là. Le SAMU est venu nous chercher et il s'avère que malgré tous les soins prodigués, on se rend compte qu'on ne pourra pas
guérir cette personne ou la sauver. Donc brutalement, on peut basculer dans les soins palliatifs. Mais on peut aussi, à l'occasion d'une maladie chronique, avoir un organe qui va se retrouver en défaillance. Face à une demande grandissante et un manque de place évident, le centre hospitalier universitaire a souhaité appréhender au mieux cette dernière prise en charge. On veut d'abord sensibiliser nos collègues de l'hôpital, déjà, dans un premier temps, puisque ce qu'on constate, nous, au niveau de l'équipe mobile de la soins palliatifs, c'est que les statistiques augmentent de plus en plus concernant les patients qui sont pris en charge en soins palliatifs. La deuxième chose, c'est surtout d'informer le grand public. C'est extrêmement important parce que finalement, on se rend compte que les gens ne connaissent pas ce que sont les soins palliatifs. Et je pense que les gens ont besoin de connaître leurs droits. Parmi ces droits, celui de désigner une personne de confiance reste un des aspects les plus importants des soins palliatifs. Même sans être en soins palliatifs, une personne de confiance, c'est la personne qui va vous accompagner au cours de vos consultations, de vos hospitalisations, qui va être un intermédiaire privilégié entre vous et le médecin, qui va devoir être aussi un intermédiaire entre la famille et le médecin, mais surtout, effectivement, par rapport à la loi de février 2016, elle va être le témoin, un témoin important, au cas où la personne malade ne peut pas s'exprimer et qu'elle se retrouve en situation de fin de vie. Donc elle va devoir normalement exprimer, en tout cas, de manière résolue, la volonté de ce patient, même lorsque la famille n'est pas d'accord. Si le sujet reste inconfortable, l'équipe de soins mobiles pense déjà à une seconde édition. Il a fallu seulement 12 heures, 12 petites heures pour que la liste des assassinats grimpe de 2 unités. Marvin Kamalé a été abattu tôt dimanche matin de plusieurs coups de fusil sur un parking du Morne de Verguin aux Abîmes. Quelques instants plus tard, un autre homme tombait aux environs du parc d'activités de Providence. La direction régionale de la police judiciaire a été chargée de l'enquête. C'est le 23e assassinat depuis le début de l'année. Le maire de la ville des Abîmes, Éric Jalton, n'aime pas beaucoup cette situation. Il a dit à Moïse Dexter et à Patrick Curie. On a vu, ça s'est fait le matin, ils venaient de s'amuser, sans doute ils avaient consommé quelque peu. Tout ceci crée des conditions, et parfois ils sont armés, souvent parfois illégalement. Tout ceci crée des conditions qui favorisent évidemment le passage à l'acte, sans l'excuser, sans qu'on soit tolérant là-dessus, mais qui donnent quelques éléments d'explication. Et donc tout ceci doit être combattu avec la plus grande vigueur et inciter tout le monde au dialogue. Au sein de la famille, il faut que tout le monde joue son rôle, les pères, les mères de famille, les pères surtout qui n'abandonnent pas leurs enfants aux mamans, les frères et sœurs qui s'occupent de leurs petits frères, de petites sœurs, qui ne les laissent pas livrer à l'éducation de la rue, le monde de l'éducation nationale, qui continue à faire leur travail, que les associations font autre chose que le festif, qui font aussi de l'éco-citoyenneté, de l'éducation populaire. Le renne sauvage doit être combattu avec les moyens qu'il faut, pour surtout éviter les accidents de voiture, entre ceux qui pratiquent le renne et même les spectateurs qui sont au bord de la route, qui peuvent se faire faucher à tout moment. C'est le principal risque des rennes sauvages. Mais ce n'est après tout qu'un regroupement, fût-il illégal, de jeunes. Ça peut être au sortir d'une boîte de nuit, ça peut être dans un midi-minuit, dans un festival, dans un concert. Toutes les occasions, les jeunes se réunissent, c'est normal. C'est la jeunesse, ils doivent pouvoir se réunir, avoir des loisirs plus ou moins sains. Il y a des comportements à avoir, il y a une éducation populaire à avoir, il y a une prise en charge davantage de moyens pour nos forces de l'ordre, la gendarmerie, la police nationale et la police municipale. Ce que nous faisons en proposition de sécurité le soit avec davantage de moyens, logistiques, matériels et humains, pour la justice aussi, pour qu'on puisse sanctionner au plus vite ces actes répréhensibles. Lutter contre la prolifération des armes à feu illégales. Voilà, et combattre évidemment le trafic de drogue, qui parfois peuvent aussi pousser à ces instincts morbides. Donc tout ceci est un tout, la responsabilité est collective, tout le monde a un rôle à jouer, personne ne peut se défausser, se laver les mains et dire que c'est la responsabilité des autres. Nous sommes co-responsables de la situation actuelle, nous devons l'assumer. Violence dans les rues, violence faite aux femmes, violence dans les coulisses du cinéma. Ce sont les déboires du producteur américain Harvey Weinstein qui ont provoqué cette véritable tempête qui souffle sur le monde du cinéma. Nous y reviendrons tout à l'heure. D'ailleurs, notre invité est en rapport avec le 7e art qui tient chez nous le Festival du film des Doigts de l'Homme. C'est un réalisateur burkinabé qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Kouenouane Sida Parfait Kaboré. Bonsoir, j'ai bien prononcé votre nom? Oui, c'est Kiswen Sida Parfait Kaboré. Bonsoir.
Bonsoir. Christian Sida, parfait Kaboré. Donc vous êtes un réalisateur burkinabé, vous venez du Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara. Nous sommes le 16 aujourd'hui, je crois qu'il a été tué il y a 30 ans, il a été assassiné. Quelle est la situation aujourd'hui au Burkina? Disons qu'au Burkina Faso, actuellement, après une insurrection qui a dû faire partir l'assassin de Thomas Sankara, voilà, on est en train de reprendre nos marques. Donc c'est important ce que vous dites. On est certain qu'on attribue son assassinat à Blaise Compaoré. Ben, moi, voilà, ils pourront me poursuivre, mais voilà, moi je le dis quoi. Il est au courant. Il est au courant. Voilà. Et comment se fait-il qu'il est resté aussi longtemps au pouvoir? Parce qu'après Thomas Sankara, Blaise Compaoré est resté quand même beaucoup de temps au pouvoir au Burkina. Bien sûr, je pense qu'il a dû utiliser la manière, par la force pour pouvoir régner. Et donc, voilà, la peur sur la population. Et voilà, tu ne pouvais rien dire, sinon on te liquide. Et je pense qu'il a beaucoup joué là-dessus. Et comment des gens comme vous êtes dans le cinéma, on a besoin de parler, il y a un discours, il y a une discursivité dans le cinéma. Comment vous faites pour tenir sous de tels régimes, pour travailler sous de tels régimes? Oui, c'est vrai qu'on a peur, mais à un moment donné, on s'est dit, OK, il faut arrêter, quoi. La peur, c'est pas la fin du monde, quoi, même si on meurt, voilà. Mais il faut faire quelque chose, quoi. Donc, à un moment donné, il faut le faire. Et qu'est-ce qu'un Burkinabé veut dire aujourd'hui par rapport au cinéma? Ben, un Burkinabé qui dit quelque chose par rapport au cinéma, se dit, voilà, le cinéma, c'est une arme, c'est un rêve, voilà, c'est un regard. Alors, un rêve, donc vous l'avez mis en pratique dans votre film Place à la Révolution. Est-ce qu'on voit à peu près, parce qu'il y a une tentative, en fait, une révolution au Burkina Faso, que le monde entier appréciait, enfin essayait de suivre. Alors, où en est cette révolution aujourd'hui? Ben, je pense que cette révolution est toujours en marche. Pour moi, la révolution n'est pas statique. Elle évolue. Sankara a fait sa révolution, pas seulement que Sankara, son équipe, ils ont fait la révolution. Et je pense que cette révolution a apporté quelque chose pour les Burkinabés. Donc c'est à cette génération de poursuivre la lutte. Vous êtes un héritier de votre cinéma et se situe dans le droit fil de ce qui a été fait de cette révolution au Burkina? Moi, le film, ça porte sur cette révolution, pas sur Sankara, mais sur les héritiers de Sankara. Je me considère comme étant un héritier de Sankara, donc voilà, c'est la logique. Donc votre film sera visible demain soir, donc les Guadeloupéens pourront aussi débattre avec vous. Vous êtes dans un cadre d'un festival sur les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous qui venez de l'Afrique, quel regard jetez-vous sur la société antillaise? En gros, je pense que je n'ai pas eu assez de temps pour pouvoir avoir ce regard, mais déjà, je pense que voilà, on n'est pas si loin que ça des Antilles. Et voilà, je sens le soleil. Est-ce que quand un réalisateur burkinabé vient ici, est-ce que vous sentez une vibration? Il y a quelque chose à partager? Mais bien sûr, moi, hier, je disais à un ami que j'ai rencontré ici, j'ai dit, il faut que je revienne ici. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, le film qu'on verra, comment est conduit votre film? Disons que le film, à la base, c'était un portrait sur un artiste animateur de radio engagé. Et donc, j'ai commencé l'écriture en 2009. En fait, l'idée est venue en 2005. J'ai commencé l'écriture en 2009. Jusqu'en 2012, où j'ai commencé la réalisation. Et voilà, c'était suivre le processus d'une révolution à travers ces enfants de Sankara, ces héritiers de Sankara. C'est un film politique. En gros, c'est un film politique, mais c'est un regard d'un Burkinabé sur sa société. Alors, le grand débat dans les films politiques, je ne parle pas des grands films qui sont sortis, c'est le côté esthétique. Est-ce que le côté esthétique est assuré? Je n'ai pas vu votre film. Je ne sais pas si je pourrais bien dire, OK, est-ce que j'ai fait de l'artistique ou pas, mais je pense que j'ai voulu porter mon regard. Et voilà, dès que tu portes ton regard, tu donnes un autre point de vue. Et c'est maintenant les gens d'apprécier si voilà, c'est artistique. Mais moi, j'ai voulu poser un regard de ma société. D'accord. Mais je pense que vous verrez de l'artistique. Absolument. Voilà. Alors, le Burkina Faso, c'est le pays du cinéma. Depuis 1969, vous avez un festival international là-bas, le FESPACO. Selon les dernières informations que j'ai eues, ce FESPACO serait en net recul. Comment vous expliquez? Je pense que moi, je suis un peu mal placé pour juger cela parce que je ne suis pas de la vieille génération. Et donc, ça veut dire que j'ai commencé à suivre le FESPACO un peu tardivement, il y a maximum 10 ans. Mais selon les dires des gens, il y a une régression qui est là.
Mais je me dis aussi que c'est peut-être une mutation. En fait, voilà, le monde change et peut-être que c'est un nouveau visage que le FESPACO veut nous donner. Mais on attend de voir si ce n'est pas le cas. On essaiera de lever le point et dire qu'il faut que ça soit autrement, quoi. Oui, voilà. Alors il y a une dernière chose que je voulais parler à propos du Burkina Faso, c'est le Tour du Burkina Faso, qui est un tour cycliste. Beaucoup de coureurs sortent du monde entier pour participer à cette épreuve. Elle est toujours aussi intéressante? Oui, mais comme je vous l'ai dit, le monde change et les choses changent. Moi, je ne suis pas tout à fait cycliste. C'est vrai que voilà, j'aime ça. C'est une épreuve célèbre. Merci en tout cas. Avant de vous laisser partir, vous savez qu'il y a eu un ouragan ici, enfin des ouragans qui sont passés sur les îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui ont provoqué beaucoup de destruction. Et donc ces îles vont être prises en charge par le pouvoir central. Donc ils ont commencé tout un travail pour pouvoir reconstruire cette île. Et il y a un délégué interministériel qui a été nommé pour s'occuper de toute cette reconstruction. Je vous propose de voir le reportage de nos confrères de la TV Paris. Okay. Bon, allez Richard. Comment vas-tu? Au boulot. Officiellement, la phase d'urgence est terminée. Mais pour Philippe Gustin, la gestion d'après Irma, c'est 24 heures sur 24. Il est 9h30 et c'est déjà sa deuxième réunion de la journée. À 57 ans, Philippe Gustin est un passionné, si bien que l'ancien ambassadeur de Roumanie ne se ménage pas une seconde entre ses déplacements fréquents entre les îles et l'Hexagone. Quand je suis à Saint-Martin ou quand je suis ici, je n'intègre absolument pas le décalage horaire. C'est-à-dire je dois avoir les journées pleines pour pouvoir communiquer à la fois à Saint-Martin quand le jour y est levé et idem ici. Donc concrètement, ça fait en général des journées qui commencent à 3h du matin et qui finissent à minuit quand tout va bien, quoi. De longues journées avec un timing très serré. Philippe Gustin n'a que 15 minutes pour faire un point avec son équipe. La lettre mission, inspection générale, IGF sur machin, tu la suis comme le lait sur le feu. Ouais. On s'est vu combien de fois dans ce format-là? 2 fois? 3 fois, 3-4 fois, voilà. Donc c'est très. Voilà, il faut faire en un temps record, là, un quart d'heure, faire un petit point. Il faut aller chercher nos amis néerlandais, là. Donc on est à la presse. Allez, on y va. Et c'est sa première réunion avec son homologue néerlandais rattaché au pouvoir central du pays. Pour Philippe Gustin, la reconstruction doit d'abord être une question de partenariat avec la partie néerlandaise de l'île. Ce que j'espère, c'est qu'on pourra s'entendre sur des questions de réseau. Il est plus facile de mettre en place sur un territoire la gestion des déchets, qui est toujours problématique dans une île pour 60 000 personnes que pour 30 000 personnes. Bonjour. Ça va ? Le délégué se rendra ce mardi sur le terrain à Saint-Martin. Il restera jusqu'au 25 octobre et rendra un rapport à la suite de la visite du Premier ministre le 6 novembre prochain. C'est Brigitte Macron, la femme du président de la République, qui a lu la dictée d'ELA, une association de lutte contre la leucodystrophie, une étrange maladie génétique qui attaque et détruit le cerveau et d'autres organes des enfants et des adultes qu'elle affecte. La dictée ELA a également été donnée à une classe de 6e Lagosilière, au collège Lagosilière à Sainte-Marie de Martinique. Voici le reportage d'Aïs Gall d'ATV Martinique. On va tous enfiler nos baskets et se mettre à courir pour toi. Une première lecture pour se mettre dans le bain. Je vais vous demander maintenant de retourner cette page et vous allez faire de votre mieux. Et c'est parti pour la dictée. Comme il est très distrait, il boutonne sa blouse n'importe comment. Cette année, le texte est l'œuvre de l'écrivaine Leila Slimani, récemment récompensée par le prix Goncourt. L'histoire raconte la relation entre un docteur excentrique et un petit garçon atteint par la leucodystrophie. Alors en retranscrivant ces mots, les élèves montrent qu'ils soutiennent les enfants malades. C'était important, c'était pour aider les enfants qui étaient malades. Ça permet aux enfants qui sont atteints de cette maladie à pouvoir avoir un espoir un jour. Cette dictée était assez facile. Tu as eu combien de fautes ? J'ai eu une seule faute. C'était super bien. Même si j'ai fait quelques fautes, j'ai fait à peu près 5 fautes. On va faire une autocorrection. Ici, l'objectif n'est pas d'être le meilleur, mais surtout de faire de son mieux. La dictée vise à démontrer l'importance de s'exprimer. Passer par les mots, parce que les mots aussi ont une force. Quand un enfant est malade, il est important de l'encourager avec des mots triés sur le volet. Donc la dictée était un texte d'auteur avec des mots choisis.
Après l'orthographe, c'est par le sport que les collégiens vont se montrer solidaires, une manière aussi de partager des valeurs citoyennes. On est tous différents, donc il y en a qui ont des handicaps et qui aimeraient courir comme eux mais qui ne peuvent pas, donc sensibiliser les enfants. Et puis aussi se donner pour les autres sans rien attendre en retour spécialement, donc courir pour ceux qui ne peuvent pas courir, aller récolter de l'argent pour aider les familles et la recherche, donc vraiment une sensibilisation pour les élèves par rapport au handicap et donner sans rien attendre en retour, tout simplement. Chaque année en France, de nombreux établissements se mobilisent aux côtés de l'association ELA pour lutter contre cette maladie neurodégénérative qui affecte 160 enfants par an. Journaliste spécialisée dans les médias, c'est Sandra Muller qui a initié le hashtag Balance ton port vendredi soir et qui connaît un succès fou sur les réseaux sociaux. Elle raconte les propos d'un rédacteur en chef dont elle révèle l'identité. Tu as de gros seins, a dit le rédacteur en chef. Tu es mon type de femme, je vais te, etc. Par cette initiative, des milliers de femmes ont ainsi saisi l'occasion de dénoncer les comportements de harcèlement sexuel. Les explications de nos confrères d'ATV Martinique. Tu m'excites avec tes airs de Chabine qui se la joue superwoman. L'extrait est sans doute le moins virulent du courrier publié ce week-end sur sa page Facebook par l'ancienne présidente de Martinique Pionnière. C'est l'une des premières martiniquaises à avoir relayé le hashtag Balance ton port, lancé vendredi sur les réseaux sociaux. La publication déclenche une avalanche de commentaires et d'autres femmes semblent se retrouver dans la situation dénoncée. J'avais 25 ans quand j'ai vécu ce genre de traitement, à l'occasion de recrutements menés par des hommes encore en vue et qui pèsent toujours en Martinique. À l'époque, écœurée, j'avais quitté le territoire. Plus tard, j'ai eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec d'autres femmes qui ont vécu les mêmes situations. En soirée, au travail, dans la rue, les agressions sexistes sont le lot quotidien de certaines femmes. On va passer dans la rue, on est habillé en robe ou en jupe et forcément les hommes vont nous regarder, ils vont nous citer, ils vont se mettre à venir nous draguer. On a l'impression d'être un objet en fait, ouais, c'est ça, l'impression d'être sale, voilà, qu'on ne nous respecte pas en fait. Quand on répond pas, la personne insiste. Et voilà, ça peut même aller jusqu'à des insultes. C'est quelqu'un dans la rue et qui était très âgé en plus. Donc je me suis sentie vraiment souillée et insultée, surtout dans mon intégrité de femme et de jeune fille. Parce que j'étais quand même une jeune fille et il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Le harcèlement, un sujet que Nadlise connaît bien. Elle en a fait l'objet de son mémoire de master. Pour elle, chacun des concernés a son rôle à jouer. La victime, par son comportement des fois, ou l'absence du comportement qui serait attendu des autres. L'auteur en lui-même profite de la faiblesse de l'autre. Les témoins, par leur inaction, en se cachant derrière leur position de non-agissant dans la situation. Pour l'Union des femmes, le harcèlement est une facette du machisme qui s'exerce dans notre société. Le fait d'imposer à une femme des propos à connotation sexuelle, eh bien, c'est tout simplement lui nier son autonomie, son choix et estimer qu'on est dans un rapport de domination. Comme ailleurs, chez nous aussi, le sujet reste tabou. La honte, le contexte économique ou la difficulté à prouver les faits seraient les principales raisons du silence des victimes. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, nous partirons pour la Guyane pour être amplement informés des débats du Congrès des élus guyanais. Et il y aura de la beauté en clôture de cette édition avec l'ouverture officielle des jardins de Dé. Les congrès des élus de Guyane s'est tenu ce week-end à l'hôtel de la collectivité territoriale. Il a beaucoup été question ce week-end en Guyane pendant 5 heures d'évolution statutaire. Voyons ce qu'en disent nos confrères d'ATV Guyane. Pendant 5 heures, l'inquiétude est revenue sous diverses formes au cours de ce congrès. Apportera-t-il davantage que tous les autres organisés auparavant ? 1998, 1999, congrès de 2001, fondateur du débat autour de l'évolution statutaire, 2009 et maintenant le premier congrès de l'ère de la collectivité unique. Je ne me fais pas d'illusions. Le chemin est encore long. Mais si ces documents puissent servir de base et de témoignage à tout ce qui s'est passé pour mieux construire l'avenir, je m'en réjouirai. Parce qu'en fait,
Aujourd'hui, on ne va rien inventer. Il faut simplement prendre ce qui a été fait et puis les adapter, les mettre au goût du jour, c'est-à-dire qu'ils deviennent des documents de l'actualité de 2017. J'espère que cette fois, on franchira une étape et qu'on ne fera pas comme, je l'ai dit dans ma déclaration, j'ai cité Lénine, un pas en avant, deux pas en arrière. S'il y a eu plein de congrès, que les constats on les fait déjà depuis des années, pourquoi ça n'aboutit pas et pourquoi celui-là aboutirait à quelque chose si tous les autres n'ont mené à rien. Mais le collectif pour la Guyane décollée a proposé une résolution envisageant cette éventualité. Pour le député Lénaïque Adam, cette résolution n'a pas respecté les procédures juridiques prévues par le législateur dans le cadre du Congrès des élus de Guyane. Si on avait travaillé sur ce document-là, c'est louable, c'est normal, il faut qu'on discute de l'évolution statutaire, mais je dis tout simplement que quand on veut discuter de l'évolution statutaire, il faut respecter la représentation démocratique qui est investie, parce que demain, ça peut être eux qui dirigent, qui gouvernent, je ne crois pas qu'ils aimeraient qu'on procède de la sorte, parce que chacun a sa légitimité et représente une institution. Ce n'est pas les personnes qui comptent, ce n'est pas du tout important, c'est les institutions qu'il faut respecter. Pour le maire de Makouria, l'immigration clandestine est un préalable à toute discussion pour le projet Guyane. C'est un préalable. C'est un préalable. Nous savons très bien que ce qu'apporte l'immigration clandestine sur le territoire, avec tous les désordres possibles et inimaginables. On parle de repaillage, on parle de délinquance, on parle de plein de choses. Et surtout, pour que quelqu'un puisse être digne dans cette société, il faut qu'il ait un logement. Un logement qui soit digne justement donc de son statut. La République a bien dit, si mes souvenirs sont exacts, qu'il faut pouvoir loger et donner un travail à tous. Loger tous, loger tout le monde et surtout donc amener cette sécurité par le biais justement donc de ce contrôle de cette fameuse immigration clandestine. Ce samedi, les élus de Guyane ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le début des consultations pour les États généraux. Ceci devrait permettre de rédiger le projet Guyane qui fixera les ambitions du territoire dans tous les domaines. C'est l'un des plus beaux sites de l'archipel. Les jardins botaniques de Déhay, durement éprouvés par l'ouragan Maria, n'ont pas mis beaucoup de temps à retrouver leur couleur. L'ouverture, c'était ce matin, en présence d'Yvan Lemar. Depuis 9h ce matin, le jardin botanique de Déhay est de nouveau ouvert, soit 4 semaines après le passage de Maria. C'était le chaos. Je crois que c'est le terme le plus approprié pour décrire ce que c'était. Donc ça commençait déjà devant le jardin, sur la route de l'Est-Maca-Frédéric. Il y avait des arbres en travers de la route. Ça a continué dans le parking avec un gros manguier en travers. Et puis à partir du moment où on rentrait ici, donc il y avait des branches partout, des feuillages partout, des massifs complètement dévastés. Voilà. La seule chose qui a été préservée, ce sont les animaux, puisqu'on les avait tous rentrés. Les flamands dans leurs bunkers, les perroquets dans leur quarantaine, dans des cages, etc. Donc de ce point de vue-là, en tous les cas, tout le monde était sain et sauf et c'était le plus important. Malgré une perte d'exploitation, le personnel a été maintenu et de gros travaux ont été faits. Les travaux, ils ont été d'abord libérer les accès de jardin, donc libérer les allées, donc ça nous a permis de circuler. Ensuite, on s'est attaqué à tout ce qui était élagage à hauteur d'homme. Puis on a attaqué l'élagage dans les arbres. Donc on a été aidé une journée d'ailleurs par le RSMA qu'on remercie pour leur aide. Ils nous ont vraiment boosté parce qu'ils nous ont permis d'avancer pendant une journée. Et puis après, on a attaqué les massifs. Donc on a fait du plus gros au plus petit en quelque sorte, du plus urgent à circulation aux finitions. L'ensemble des decks et un pont ont été changés. Il reste encore quelques travaux à effectuer et le système hydraulique est à réparer. Mais le site est opérationnel. L'an dernier, le jardin botanique a accueilli 126 000 visiteurs. Après ce tour d'horizon de l'actualité, voici quelques informations pratiques à noter. Nous sommes en vigilance jaune jusqu'à mercredi. Il pleut depuis ce matin, il pleuvra encore car une deuxième onde tropicale de passage. Si vous voulez donner votre sang, la collecte c'est mardi, demain, au lycée Nord Grande Terre à Port-Louis de 8h30 à 13h. Et si vous avez des informations, vous connaissez le numéro de TV 06 90 71 11 ou notre fax aux rédactions atv.gp. Merci pour avoir suivi ce journal. Dans un instant, je vous rappelle les principaux titres.
La route de Rivière-Sens, entièrement saccagée par la puissante houle de l'ouragan Maria, a été rendue aux automobilistes du Sud Basse-Terre. C'est un nouvel effort du conseil départemental pour remettre l'archipel sur les rails. Le reportage d'Yvan Lemar était informatif à ce sujet. Partir dans la dignité avec douceur, tel est le sens du concept de soins palliatifs. C'était ce matin au CHU de Pointe-à-Pitre. Vous avez pu avoir des renseignements sur cette question. Engager plusieurs milliards pour la reconstruction des îles du Nord, naviguer entre les ministères pour débloquer les dossiers et fluidifier les décisions, tel est le rôle qui revient au délégué interministériel qui a été présenté par nos confrères d'ATV Paris. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, le capitaine Thomas Sankara est assassiné au Burkina. L'œuvre cinématographique qui lui est consacrée est au cœur du festival du film sur les droits de l'homme. Le réalisateur Kiswan Sida Parfait Kaboré était notre invité. Il a un film en représentation d'ici demain soir. Voilà donc pour cette tranche d'information. Restez sur ATV, il y a d'autres choses qui vous attendent dans la soirée. À demain.